Alors maintenant, le struct char. Donc, le struct char définit les propriétés et les méthodes pertinentes au caractère. Donc, on peut explorer sommairement la documentation en ligne C# sur le sujet. Donc ici, on a la documentation en ligne sur le struct char. Donc, c'est important, en fait, c'est important de développer, disons, une certaine habileté à consulter la documentation en ligne des différents langages ou constructions des langages dans lesquels on veut programmer. Donc ici, par exemple, on a char, on a la définition ici, char struct, donc le struct char. Donc on dit ici que ça représente un caractère encodé dans le format UTF-16, donc 16 bits. On a ici une espèce de définition, on va revenir là-dessus après par rapport à c'est quoi que ça veut dire cette patente-là. Ici, on a une hiérarchie d'héritage, donc l'héritage, on va voir ça plus tard dans la session. Donc, on a ici une hiérarchie d'héritage, donc à l'effet que un caractère, c'est un type valeur, comme on l'a déjà dit, qui lui-même est un objet. Mais le truc d'héritage, on va revenir là-dessus plus tard, disons, dans le cours. Donc ici, les différentes interfaces, on va en parler un peu. Mais là, ce qui est important de voir, disons, c'est que on voit qu'on a dans le type char, le struct char, déclare, c'est comme une espèce de module qui définit le caractère et les différentes opérations qu'on peut faire sur un caractère. Donc on a d'abord, on a des champs, on a certains champs, on a le max value, le min value, qui sont des champs qui sont définis dans le struct char. On a des méthodes. Pour ce qui est des méthodes, il y en a plusieurs, comme vous pouvez voir ici. Donc, est-ce que c'est un, par exemple, est-ce que c'est un caractère minuscule, est-ce que c'est un caractère majuscule, est-ce que c'est un séparateur, etc. Et on a, bon, certaines méthodes qui sont associées aux interfaces, mais ça, on va en parler un peu. Voilà. Donc, le but, c'est pas d'en parler, c'est juste de vous montrer qu'il y a ça sur vous avez cette documentation en ligne. C'est pas nécessairement de comprendre tout ça instantanément. OK? Donc, voilà. Donc, le struct char a une certaine signature. C'est un type. Comme les méthodes ont des signatures, mais les types aussi ont des signatures. Donc, ici, on a la signature du struct char. Donc, on dit que c'est public. C'est un struct char. Là, ici, on a les différentes interfaces qui sont implémentées par ce struct-là. Donc, c'est la première fois que probablement vous entendez parler d'interface puis de ce genre de choses-là. Donc, l'idée, c'est pas nécessairement de savoir tout de suite dans votre tête, vous compreniez, OK, les interfaces, ça fait ça dans la vie, blablabla. Vous n'allez pas comprendre ça tout de suite. Vous allez comprendre ça au fur et à mesure qu'on va avancer dans le cours. Mais c'est important de savoir justement que votre type caractère implémente différentes interfaces. Donc, les interfaces qui sont implémentées par le type caractère, on a incomparable char. Bon, les deux sont pratiquement similaires. Convertible puis equatable. Donc, si par exemple, on veut le comparer au struct int32, donc le type entier, donc lui aussi est incomparable. Incomparable, en tout cas, on va expliquer un peu plus loin qu'est-ce que ça veut dire. Incomparable int, donc incomparable int, là c'est à peu près semblable. Inconvertible toujours, donc equatable et formatable. Donc, formatable. Donc, en passant, à chaque fois que vous avez i quelque chose, donc i comparable, i convertible, i equatable, etc., avec un i majuscule, ça veut dire qu'on vous avez affaire à une interface. Donc, comme on le voit ici, c'est assez typique, là, caractère entier, donc c'est un peu le même genre d'interfaces qui sont implémentées dans ces différents cas-là. Et on va expliquer un peu ce que ça veut dire, ces interfaces-là, dans la suite des choses. Donc, i comparable et compare to. Donc, si un type, par exemple, char ou entier, implémente l'interface incomparable, comme par exemple pour char, ça veut dire que ce type-là, ou cette donnée-là, on peut lui appliquer une méthode qui s'appelle compareTo. Donc, on l'a ici par exemple. OK? Donc, E compare to A. E compare to E, puis E compare to Z. Donc, E, si on compare à A, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que E
est en fond plus grand que A. E compare to E, si on obtient 0, ça veut dire que c'est égal. Et si on fait un compare to et que c'est en bas, ben, on obtient un nombre négatif. Okay? Donc, la méthode compare to, c'est une méthode spéciale qui permet de comparer deux données d'un même type et qui permet de dire si on est dans un cas où une donnée vient avant l'autre. Donc, le nombre est négatif dans ce cas-là. Donc, si E est plus petit que Z, c'est négatif. Si E est plus grand que A, c'est positif. Puis si les deux sont égales, c'est 0. Donc, ça, c'est la méthode compare to. Donc, généralement, la méthode compare to ne va pas retourner des nombres, des grands nombres, des petits nombres. Elle va retourner plus 1, 0 ou moins 1. Okay, par exemple, si vous faites, ici, si on le fait avec des caractères, on obtient la différence. Donc, vous allez rentrer ici le caractère pour obtenir moins 25, le caractère pour obtenir 9. Mais si vous comparez des entiers avec des entiers, par exemple, 10 compare to quelque chose va vous donner 0. Donc, ça veut dire que quand c'est égal. 10 compare to 20 va vous donner moins 1 parce que c'est en bas. Et 10 compare to moins 100 va vous donner plus 1 parce que c'est plus grand. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi on se casse la tête avec une interface i-comparable, une méthode compare to, alors qu'on pourrait utiliser simplement les comparateurs égal, plus petit, plus grand, plus petit ou égal, plus grand ou égal, pour comparer des caractères ou des entiers entre eux. La raison est simple. Cela permet certaines généralisations utiles qui simplifient grandement le codage. Par exemple, le fait d'être i-comparable fait en sorte que vous pouvez trier une liste en ordre croissant ou décroissant. Donc, la liste n'a pas besoin de vérifier si les éléments sont des entiers, des caractères, des strings, etc. pour chacun des types que vous pouvez imaginer. À partir du moment que chaque élément dans la liste provient d'un type i-comparable, c'est OK. Donc, je répète, quand vous utilisez, par exemple, i-comparable, vous avez une liste, vous voulez mettre votre liste en ordre. Vous, si jamais on vous demandait, OK, crée-moi une méthode, code-moi une méthode qui va permettre de mettre les éléments en ordre dans une liste. Là, toi, ce que tu vas faire, généralement, moi, si on me demandait ça, mon premier réflexe, ça serait la chose suivante. OK, je regarde, est-ce que c'est des entiers que j'ai dans ma liste? Si c'est des entiers, j'utilise telle comparaison. Si c'est des caractères, j'utilise telle comparaison. Si c'est des strings, j'utilise telle comparaison. Si c'est des personnes, j'utilise telle comparaison. Si c'est des, je sais pas moi. Donc, vous voyez qu'il y a plein de comparaisons possibles et imaginables. Mais, quand vous partez, si plutôt vous dites que vous vous attendez à recevoir des éléments i-comparables, ben vous n'avez pas besoin de faire un cas particulier pour chacun des types possibles et imaginables auxquels vous pouvez songer. Vous avez juste à dire, ah tiens, je vais utiliser compare to. Parce que tout ce que je stocke dans ma liste, c'est des i-comparables. Donc, j'ai juste à utiliser compare to, puis à mettre en ordre ma liste en fonction de ça. Donc, mon code va prendre 3 lignes, là où est-ce que l'autre code aurait pu en prendre 50. Okay? Donc, c'est extrêmement avantageux de procéder comme ça. Donc, c'est un peu la même chose pour i-equatable puis equals. Donc, si un type implémente l'interface i-equatable, comme c'est le cas pour le type caractère, cela veut dire qu'il possède une méthode equals. Donc, cette méthode d'instance retourne vrai ou faux selon que les éléments comparés entre eux sont égaux ou non. Donc, est-ce que A est égal à A? Oui. Est-ce que A est égal à B? Non. Est-ce que 10 est égal à true? Est-ce que 10 est égal à false? Donc, encore une fois, comme pour i-comparable, il s'agit ici de pouvoir généraliser la programmation de certaines opérations pour une très grande variété de types, sans avoir à traiter des cas particuliers. Donc, intuitivement, on aurait pu se rabattre sur l'opérateur d'égalité, égal, égal. Mais en C#, pour une raison qui, encore aujourd'hui, m'apparaît obscure, cet opérateur est toujours statique et non dynamique. Peut-être vous ne comprenez pas la subtilité qu'il y a ici, c'est pas grave à cette étape-ci, okay? Mais ça veut dire qu'on ne peut pas le généraliser. On ne peut pas généraliser cet opérateur-là. Par contre, si car est i-comparable, bon, c'est-à-dire, c'est ça, on ne peut pas généraliser. Mais en étant i-equatable, ça vous permet, par exemple, de faire une... Bon, en fait, je vais en parler à la prochaine diapo, donc j'en parlerai pas tout de suite. Une autre question qu'on peut se poser,
c'est le lien entre i-equatable et i-comparable. Donc, si le caractère est i-comparable, est-ce qu'il ne devrait pas automatiquement aussi être i-equatable? Donc, si vous pouvez comparer les caractères entre eux, est-ce que vous ne pouvez pas dire si c'est égal ou pas? Donc, intuitivement, c'est effectivement très logique, mais en C#, ces deux interfaces-là sont en réalité traitées indépendamment l'une de l'autre. Vous avez certains langages plus sophistiqués au niveau du typage qui font en sorte que quand quelque chose est i-comparable, automatiquement, il est i-equatable. Okay. Donc, i-equatable, à quoi ça va vous servir? Ça va vous servir à chercher un élément dans une liste ou dans un array. Donc, i-equatable, ça veut dire que vous pouvez voir si un élément est égal à un autre. Donc, ça va vous permettre de chercher dans une liste. Ça va vous permettre de chercher dans une liste, que ce soit une liste d'entiers, une liste de strings, une liste de caractères, une liste de double, une liste de personnes, etc., etc., etc. Donc, à partir du moment où vous êtes i-equatable, vous avez accès à une méthode equals qui vous permet de comparer les éléments entre eux. Donc, par exemple, si on fait le contains ici, on a une nouvelle array, on fait un contains 3 et on retourne true. On a un nouvel array ici de caractères. Est-ce que ça contient le caractère B? False. Donc, la méthode contains, sous le capot, elle va utiliser equals. Alors, une autre chose aussi qui peut être surprenante pour quelqu'un qui n'est pas trop habitué au C#, en fait, même pour quelqu'un qui est habitué au C# comme moi, est quand même surpris de ça aussi. Donc, c'est les multiples versions de l'égalité qu'on va retrouver en C# et dans certains autres langages de programmation, comme par exemple le JavaScript. Alors, en général, la règle générale, c'est que vous devez utiliser égal, sauf si vous devez utiliser equals. Ça a l'air bizarre de dire ça, mais on va voir, en fait, une différence majeure entre égal et equals, c'est que equals permet de comparer des pommes avec des oranges, mais pas égal. Donc, en général, vous utilisez égal, sauf si vous êtes pris pour utiliser equals. C'est pas compliqué, c'est ça. Donc, vous utilisez égal, mais si le compilateur vous dit « Hey, tu peux pas comparer des pommes avec des oranges », tu utilises equals. Donc, est-ce que FG égale 99? Le compilateur nous dit « Erreur, tu peux pas faire ça, tu peux pas comparer une string avec des entiers. » Par contre, on peut faire string.equals 99. Est-ce que ma string est égale à 99? Non. On peut faire ça. Maintenant, i-convertible. Donc, l'interface i-convertible définit plusieurs méthodes de conversion entre les types de base en .NET. C'est grâce à ces méthodes que vous pouvez appeler convert pour effectuer différentes conversions. Par exemple, quand vous faites comme ci-dessous, donc si vous faites convert.toIn32 A, okay, en fait, vous faites appel à la méthode toIn32 définie dans l'interface i-convertible et implémentée par char. Donc, dans le char, vous avez une implémentation d'interface explicite i-convertible et on a là-dedans le toIn32 qui est ici, qui permet de convertir un caractère en int32. Donc, le structure possède aussi deux propriétés, comme on en a parlé tantôt, le min value et le max value. Donc, le max value, c'est, ici on a la notation hexadécimale, FF, et le min value, c'est le caractère nul. Le max value plus 0, là, on convertit en entier, et le min value plus 0, on convertit en entier. Donc, le structure définit aussi de nombreuses méthodes. On ne va pas toutes les couvrir ici, mais parmi ces méthodes, il y en a certaines qu'on a déjà vues ou qui sont évidentes. Donc, on a vu compare_to, qui permet de comparer. On a vu equals, qui permet de voir si un élément est égal à un autre, un caractère entre autres. On a vu toString, on l'a peut-être pas vu, mais on l'a vu en guillemets, qui permet de convertir à peu près n'importe quoi dans une string. Donc, si on prend le caractère A qu'on convertit en string, on obtient la string A. Ensuite, on a une série de méthodes qui sont des méthodes is quelque chose. Donc, c'est sans conteste les méthodes les plus intéressantes de char. C'est les méthodes is quelque chose. Par exemple, vous avez isDigit qui va déterminer si un caractère est un chiffre ou non. Donc, notez que ces méthodes-là sont des méthodes statiques. Donc, on les appelle en les préfixant avec le nom du type.
le nom de la classe. Donc, méthode statique, c'est des méthodes de classe. Donc, ça peut être soit char avec un C minuscule ou encore avec un C majuscule. Donc, est-ce que char.isDigit A? La réponse, c'est false, parce que c'est char, la lettre A, c'est pas un chiffre. Est-ce que 9 est un digit ou est-ce que 9 est un chiffre? Oui, true. OK, donc on a ici une série de is. Donc, isControl, isDigit, isHighSurrogate. Ça, c'est un peu, on rentrera pas là-dedans. IsLetter, est-ce que c'est une lettre? Est-ce que c'est une lettre ou un chiffre? Est-ce que c'est une lettre minuscule? LowSurrogate, HighSurrogate, on n'embarque pas là-dedans. Est-ce que c'est un nombre? Bon, là, vous allez vous dire nombre versus digit. Bon, il y a une petite subtilité, donc essayez d'utiliser isDigit. Sauf si c'est pas ça qui est intéressant. Est-ce que c'est de la ponctuation? Est-ce que c'est un séparateur? Bon, surrogate, on va oublier ça. Surrogate pair, on va oublier ça. Est-ce que c'est un symbole? Est-ce que c'est un caractère majuscule? Ou est-ce que c'est un white space comme un espace ou une tabulation? Donc, par exemple, ici, on a certains cas. Donc, le caractère de retour de ligne, est-ce que c'est un control? Oui. IsLetter, est-ce que c'est une lettre? Vous mettez ce qu'il faut ici. Est-ce que c'est une lettre ou un chiffre? Est-ce que c'est un lowercase? Est-ce que c'est un lowercase? Donc, vous continuez. Est-ce que c'est un nombre? Est-ce que c'est une ponctuation? Est-ce que c'est un symbole? Est-ce que c'est une lettre majuscule? Est-ce que c'est un white space? Il y a aussi des catégories Unicode. Donc, on peut interroger un caractère pour connaître dans quelle catégorie il est classé. Donc, le Unicode catégorie de A, la lettre A, c'est uppercase letter. Le Unicode catégorie de ce que vous allez mettre ici, c'est lowercase letter. Et le Unicode catégorie de ce que vous allez mettre ici, ça va être un decimal digit number. Comment on fait pour convertir majuscule en minuscule? Ben, on peut utiliser toLower. Donc, toLower de A majuscule, ça devient A minuscule. toUpper de B minuscule, ça devient B majuscule. toLower de quelque chose, ça devient Z minuscule. toUpper de quelque chose, ça devient R majuscule. Et toUpper de d'autres choses, ça devient E accent aigu. Donc, en résumé, le struct caractère définit le type caractère, sa signature, ses propriétés et ses méthodes. Ce type implémente plusieurs interfaces, dont iComparable, qui offre une méthode compareTo qui permet de trier les éléments, iEquatable, qui offre une méthode equals qui permet de déterminer l'appartenance à une collection, et iConvertible qui permet d'utiliser convert avec les méthodes to, avec ce que vous voulez après. Chaque caractère peut être catégorisé. Donc, les méthodes is permettent de déterminer si un caractère fait partie d'une catégorie. La méthode getUnicodeCategory permet de connaître cette catégorie. On utilise toUpper, toLower pour convertir la classe minuscule d'un caractère. Alors voilà.